Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur UGOP Radio, donc la radio du 12. Aujourd'hui, dans notre émission Walkman, on est super contente d'accueillir pour une deuxième fois Simon Chenet. Bonjour. Bonjour, salut Anouk, bonjour à tous. Comment ça va depuis, ça faisait un peu plus d'un an? Bah écoute, très bien, il y a eu pas mal d'actualités et je suis très content de revenir, ça fait plaisir. Ouais, et bah justement, tu es là pour l'occasion de la sortie de ton single Plein Phare, qui est disponible partout, sur toutes les plateformes. Tout à fait. Et pour la sortie de ton prochain album qui sort le 3 avril. C'est ça. C'est ça. Et alors, du coup, on va commencer par le titre Plein Phare. Il est un peu fidèle à ta DA, c'est un peu un road movie, ta direction artistique. Et justement, il y a des images de voyage, de films, de route dans ton clip. Et je me suis posé la question, est-ce que c'est des images que tu as fait pendant tes vrais voyages ? Alors oui, on a tourné pour le clip des images spécialement pour le clip. Il y a des images. En fait, le réal, c'est Alexandre Eudier, c'est un plasticien avec qui je travaille depuis un moment. Donc, on avait des images. Peu de temps avant, on avait fait un petit road trip ensemble. On avait pris quelques images. On était partis ensemble au Maroc, où j'ai écrit les morceaux de ce disque. Donc, on a pris quelques images du Maroc. Et voilà. Et on est parti 2 jours pour tourner ce clip. On a fait des images pour aller sur un endroit où on a fait des images de projection. Et donc, voilà, c'était un peu la musique de road trip diffusée en film. Enfin, c'est un peu comment on dit C'est un peu comme une ancienne cassette qu'on visionnerait comme ça. Oui, alors avec des images un petit peu ça fait un peu style image d'archive. Alors on a travaillé sur la projection, donc on a des projecteurs et en essayant d'utiliser des vieux murs en écran, en utilisant une voiture en écran et toute une réflexion un peu sur la projection, mais d'une manière analogique en fait. Okay. Voilà, donc c'était un peu le concept plastique. Et après, il y avait toute cette image en fait, on a souvent identifié ma musique comme une musique de road trip. Et je voulais mettre ça un peu en abîme. Voilà, avec le côté cinéma, donc la projection. Et mes road trips projetés sur ma guitare. Au départ, c'était un peu le concept de projeter sur la guitare mes road trips. Et après, on a un peu dévié en fonction de l'inspiration du moment. Et est-ce que tu pourrais... Pour les auditeurs qui n'auraient pas écouté la première émission, tu pourrais décrire un peu ton style? Alors, j'essaie de faire chanter ma guitare. Donc, c'est instrumental à 95%. Il y a un peu de voix, mais ça reste discret. Et donc, j'essaie que la guitare soit mélodique et de créer des atmosphères. C'est pour ça qu'on dit souvent que c'est cinématographique. Et que ce soit assez groove aussi. Donc, il y a un peu d'influence musique du monde. Ça va être comme le disque a été composé au Maroc, il y a un petit côté oriental. J'ai beaucoup travaillé avec des musiciens par exemple du Burkina ou sud-américains. Donc il y a toujours un peu ces couleurs world music dans ma musique. Et donc c'est la guitare qui est mise en avant, mais j'essaie que ce soit vraiment pas prétentieux. C'est pas démonstratif. C'est la mélodie, l'histoire avant tout. Donc j'essaie de prendre les gens par la main pour développer l'imaginaire. Et alors du coup ton nouveau single, il est présent, il fait partie de ton nouvel album qui va sortir Face au labyrinthe. Et le labyrinthe, c'est un peu une allégorie qui sert un peu de narration tout au long de ton album, une allégorie du voyage, autant personnel que géographique. Est-ce que tu peux nous en parler un peu ? Eh bien, en fait, donc j'ai fait pour écrire ce disque, je suis parti en résidence de création à Meknes, au Maroc. Et à ce moment-là, donc on faisait des images. Le concept du départ, c'était de partir sans guitare. Donc c'était un peu bizarre. Bon, j'ai trouvé une guitare assez vite et c'est une guitare que j'ai fait retravailler par des artisans jour après jour. On était logés dans la Médina et on se promenait, on rencontrait des artistes, des artisans et j'improvisais. Et on a eu beaucoup de discussions donc avec Alexandre Dier. Et à ce moment-là, j'avais un état d'esprit en fait assez labyrinthique. Si tu veux, j'avais beaucoup de questionnements. Donc ça, c'était il y a 2 ans exactement. Hein. Et j'avais beaucoup de choix à faire. J'avais des chemins qui se présentaient à moi, autant sur un niveau professionnel que artistique. Et il s'était passé des choses personnelles, professionnelles, où j'avais des nouveaux départs à prendre. Et en même temps, on s'est rendu compte que tout nous ramenait à ce labyrinthe, c'est-à-dire les peintures, ce qu'on peut appeler un peu des arabesques, tu vois, un peu mélangées, les sculptures, l'architecture, en fait, même du Riad où on logeait, c'était un labyrinthe. Les rues de la Médina,
Donc en fait, tout nous ramenait à ce concept de labyrinthe. Donc Ok. je me suis dit, au bout d'un moment, je me suis dit, mais ce disque va être autour du concept de labyrinthe. J'ai trouvé, j'ai la révélation. Et alors, tu parlais de ta guitare. Justement, c'est un peu. J'avais une question par rapport à ta guitare, parce qu'on en a parlé pendant la première émission, mais elle est un peu la base de ton album. Donc, est-ce que tu peux nous présenter Madedina et dire qui elle est? Alors donc Madedina, c'est cette guitare qu'on a customisée, créée, inventée à Meknes. C'est une guitare magnifique, donc je vous invite à aller regarder les images de Madedina. Et donc c'est une guitare que j'ai achetée dans une petite boutique d'instruments que j'adore d'ailleurs, dans la Médina de Meknes. Donc, avec un vendeur hyper sympa, on a repassé plusieurs fois. Et après, donc, elle a été customisée. On a une tête en bois sculpté magnifique et un peu énorme. Elle est devenue un peu monstrueuse, pas dans le côté monstre qui fait peur, mais dans le côté, elle grossit à certains endroits, elle change, il y a du métal. Donc, ça étouffe un peu son son à certains moments, mais du coup, j'ai rajouté un micro, je l'ai fait sonoriser. Et j'ai enregistré plusieurs morceaux. J'ai composé les titres de ce disque sur cette guitare, et j'en ai enregistré certains sur le disque avec. Alors, je l'utilise un peu en concert, mais pas tout le temps, parce qu'elle est assez fragile. C'est quand même une œuvre d'art. Donc, elle trône plutôt dans mon studio. Donc voilà, quand il y a des artistes qui passent chez moi, des fois ils me disent ah je peux l'essayer, je peux la toucher. Et donc voilà, de temps en temps je l'emmène en concert. Ouais, même quand on parle, tu dis ma guitare chante, elle trône, c'est un peu une entité à part entière, j'ai l'impression, cette guitare. Oui, elle a son nom, elle a son histoire. On a partagé des expériences ensemble. Après, pour un guitariste, les guitares Ouais. c'est hyper perso. Enfin, toutes mes guitares ont des histoires. J'en ai pas tant que ça. Hein. J'ai on va dire, avec 5 guitares. C'est quand même pas mal déjà, mais elles sont toutes hyper importantes avec des histoires. Non, c'est quelque chose. Une guitare et un guitariste, c'est une relation particulière. Et alors du coup, l'album, il a été créé entre Meknès au Maroc et Paris en France. Euh, Quelle part de l'album représente Paris et quelle part de l'album représente Meknès? C'est une bonne question. J'y avais pas réfléchi comme ça. Il faut voir que moi, je suis d'une culture, j'ai des musiciens dans ma famille qui sont d'une culture musette. Hein. Mon oncle et ma tante, c'est des, des stars de la musette, s'il y en a, parce que c'est pas un style qui est très populaire maintenant. Donc, ma tante est accordéoniste, Minel, et mon oncle Mimile, chanteur et joueur de washboard. Donc, moi, j'ai toute une culture très parisienne, très musette. Donc, dans ce disque, j'ai fait venir un accordéoniste Eric Alarjaquin, donc un super accordéoniste, et il est là tout au long du disque. Donc il y a un peu cette touche musette, on va dire. Après, c'est vrai que quand je compose, je pense pas trop aux esthétiques. Je suis plutôt dans le narratif et dans le ressenti, dans Mhm. l'expérience que dans l'intelligence. Et après, avec du recul, on se rend compte de. Mais je pense que c'est souvent mélangé, c'est souvent un mariage en fait entre. Ok. C'est pareil, on m'a mis. Je discutais avec un producteur qui a dit ton disque, il a une couleur musette orientale rock. Et moi, j'aurais jamais mis le couleur orientale sur ma musique, si tu veux. Mais je la prends avec plaisir, Mhm. puisque pour moi, ça a toute une histoire dans ce disque. Et j'écoute beaucoup de guitaristes orientaux, qui a une bonne musique instrumentale aussi de guitaristes orientaux que j'aime beaucoup. Et, mais je pense que chacun aussi entend ce qu'il a envie d'entendre. Ouais. Et il n'y a pas des morceaux, par exemple, que tu as composés exclusivement à Paris et d'autres que tu as composés exclusivement à Meknès ou... Alors, il y a une reprise dans le disque. C'est Ouais. une musette parisienne, c'est Le Dénicheur. Donc ça, c'est le morceau parisien. J'ai souvent dans mes disques comme ça un petit clin d'œil sur cette culture que j'adore, mais qui est un peu rejouée à notre manière. Il y a des morceaux qui ont été clairement composés à Meknes. Et attends, je regarde la setlist parce que je me rappelle plus. Euh, alors, tu as un invité chanteur sur un titre Ouais. qui est Et burkinabé. c'est le seul feat voix de l'album d'ailleurs. Oui. Et donc ça, c'est un morceau avec une couleur du Burkina Faso. Donc ça, c'est un pays où j'ai été très souvent pour plein de raisons. Et j'ai joué avec beaucoup de musiciens. Et du coup, ce feat, c'est La Yaré Super. Et comment est-ce que ça s'est passé, Alors, cette collaboration? il y a quelques années, donc ce morceau est un peu particulier. Il y a quelques années, j'étais en tournée avec
un trio au Burkina Faso. Et on en avait profité pour enregistrer quelques morceaux dans un studio à Bobo Dioulasso. Et le producteur de ce studio, le boss de ce studio, à qui on s'entendait bien, à un moment, il me dit là, il y a un chanteur, c'est un super chanteur, mais c'est un chanteur de fête. C'est pas un chanteur qui fait de la musique populaire, c'est pas un chanteur de variété, c'est pas un chanteur quelqu'un qui fait de la musique traditionnelle, si tu veux, qui est très connu pour jouer au mariage, au baptême. Et il me dit, ouais, lui, il est super et tout, si tu veux. Il me l'a présenté et tout. Et je me suis dit, ah, il y a un truc à faire. Et là, j'avais quelques idées. J'ai toujours quelques idées de compos dans ma tête. Dans la besace. Voilà, exactement. Et donc là, je lui dis, attends, j'enregistre un petit arpège de guitare. Et donc ça, c'est un coup de... J'enregistre la guitare en 20 minutes. Et le chanteur, il a posé sa voix 3 fois. Ça a duré quoi, une heure et quart, tout cassé. J'ai saisi cette opportunité, parce que je ne serais pas tous les jours à Bobo, et ce chanteur, je le reverrai peut-être grâce à ce morceau, mais sinon je ne l'aurais sûrement jamais revu. Ah oui, ok, donc ça a été super rapide, quoi. C'était un fit éclair. Voilà, et je suis reparti, mais c'est ça, à date, il y a un peu plus longtemps. Et donc je suis reparti avec juste cette guitare et cette voix, qui était un peu de l'impro, si tu veux. Mais j'avais, je crois que j'ai trois prises, j'ai 3 fois 3 minutes de chant, comme ça. De déclamation. Et après, donc longtemps après, quand j'ai travaillé sur ce disque, il a une voix incroyable. Hein. J'en ai fait un morceau. Donc j'ai repris sa voix, j'ai retravaillé un peu, j'ai essayé de construire un peu des refrains, j'ai arrangé, j'ai fait enregistrer les mêmes musiciens que sur les autres morceaux. J'étais en contact avec lui via le producteur, parce que lui, il n'a pas de téléphone, pas de... Mais il était hyper content, parce que du coup, il savait pas ce que ça deviendrait. Ouais. Et il est content du résultat ? Il est hyper content du résultat, et puis surtout, j'ai été réglo par rapport à tout le disque, toutes les déclarations et tout. Alors, tout a été fait par le producteur, donc il était content que ça sorte vraiment, et que le résultat était hyper content, que le texte soit quand même préservé, le sens et tout ça. Donc, ouais, c'est une belle histoire. Ouais. Je suis content qu'il sorte, parce que c'est vrai que des fois, tu as des trucs comme ça que tu gardes, et tu sais qu'il va falloir passer beaucoup de temps un morceau, tu passes du temps à un moment ou à un autre, quoi. Soit dans le... Ouais, puis après, il y a beaucoup aussi, j'imagine, de morceaux qui restent en stand-by toute la vie et qui voient jamais la fin. Il y en a, ouais. Il y en a. J'en ai toujours plein sur mon disque dur, mais... Et puis des fois, il y a des morceaux qui reviennent, des morceaux qui mettent du temps à exister. C'est... On compose tout le temps, je compose tout le temps. En général, là, typiquement pour l'album, les morceaux, tu les fais, tu mets du temps à les composer. C'est un processus de plusieurs semaines ou c'est un soir, tu te balades et s'il y a l'inspiration et ça arrive tout seul? Ça dépend vraiment des morceaux. Hein. Il y en a, c'est venu d'un coup. Et il y en a qui... En fait, souvent, tu passes du temps sur les détails. Ce disque-là, c'est un disque vraiment de... J'ai tout produit tout seul. J'ai passé beaucoup de temps chez moi à retravailler. J'ai enregistré les guitares chez moi, j'ai rajouté un peu de sound design, un peu de quelques percussions, tu vois. J'ai retravaillé sur les pistes qu'on m'envoyait. Donc là, j'ai passé beaucoup de temps sur du détail, sur des petites choses, parce que j'avais envie. Et c'est des choses que t'aimes bien, ça, faire de la prod samplée et tout ça? J'adore. De toute façon, autant que jouer de la guitare? Ouais. Okay. Je crois que composer, c'est vraiment ma passion. Après, il y a un moment, il faut savoir s'arrêter. Ouais. C'est ça qui est compliqué. Sinon, c'est infini. C'est infini. Ouais. C'est comme le peintre qui n'a jamais fini son tableau, tu vois. Ouais. Tu peux toujours retravailler, refaire. Il faut savoir s'arrêter. Puis aussi, des fois, garder la magie la fraîcheur du départ, tu vois. Pas mettre des milliards de couches pour mettre des couches. Ça sert à rien. Donc, et quand tu es tout seul, c'est plus difficile que quand tu as un regard extérieur. Et en même temps, des fois, il faut pousser un peu plus. Pas de se contenter de ce qu'on a, il faut aller un peu plus loin, il faut creuser, ça vaut le coup. Des fois, le morceau est fini, tu réécoutes, tu fais ah non, et tu repars 2 jours à travailler sur un morceau, ce qui m'est un peu arrivé sur ce disque, et ça change pas grand-chose, mais ça change, c'est quand même important, ça change, ça approfondit des petits détails qui vont être plus forts, plus riches, plus des petites choses. Hein. Et là, typiquement, quel morceau a été le plus long à composer? Alors, le premier était très... D'ailleurs, j'ai voulu le mettre en premier parce que pour moi, il était très simple à faire, à enregistrer, à composer. Donc, j'ai trouvé une certaine simplicité. Donc, pour moi, il paraissait évident. Le deuxième, Almata, qui veut dire labyrinthe. Qui était sorti avant. C'était mon premier single. Ouais. Et celui-là, la base du morceau était très simple.
Et j'ai retravaillé des détails de structure après pour l'affiner, pas mal de temps. Plein phare à tout est un morceau qui a été composé vraiment sans la prod. C'est-à-dire, j'ai écrit la mélodie et les accords sur une partition et c'est tel quel. Donc c'est un morceau assez simple. Cheerline, c'est pareil, j'avais une belle idée de départ, mais j'ai passé beaucoup de temps en prod. Alors Seginjugu, c'est pareil, ça a été très vite la base et beaucoup de temps en prod. Et là, c'est passé du temps sur des détails. À la fin, j'étais là sur des petits détails et j'essayais de le polir un peu, tu vois, d'affiner. C'est un peu un travail d'orfèvre, limite. Voilà. Ouais. Tu t'essayes. Miroir, je suis très content. Je ne sais plus trop. Miroir, c'est aussi une réussite. Lui, il a eu du travail de mixage qui était très bien. Vous n'êtes pas raisonnable. C'était simple au départ, mais pareil, un peu de détails. Dénicheur, donc c'est une reprise, mais j'ai mis du temps à réécrire le thème parce que je voulais pas que le thème soit celui exactement de la mélodie de départ. Donc j'ai passé du temps à réécrire une impro qui soit mélodique, des petits détails pour que on reconnaisse le thème, mais que je le refasse vraiment à ma manière. Parce que pour moi, c'est vraiment c'est un grand classique de valse musette et je voulais faire vraiment une version personnelle, originale. Donc normalement c'est chanté, c'est la guitare qui chante là. Le Toit des mers était assez simple, je l'ai simplifié au fur et à mesure même. Et Capoiseau, pareil, simple au départ et beaucoup de temps pour le rendre plus efficace en fait, pour vraiment exprimer. Mais quand on l'écoute, je trouve qu'on sent vraiment il est plus calme, il est plus doux, plus serein. Enfin, en fait, on sent la sérénité du morceau et ce qui boucle en fait le passage du labyrinthe. Ouais, je trouvais que c'était une belle conclusion. Et en fait, je sentais ce potentiel de ce morceau au départ. Et à un moment, il était un peu long, si tu veux. Et je perdais un peu ça. Je voulais quand même qu'il soit captivant. C'est que tu vois, les morceaux sont assez courts. J'essaye, sans forcer l'auditeur, à quand même que les histoires soient captivantes, pas qu'on se perde, qu'on puisse les écouter et rester accroché, sans être trop bavard. Voilà, en laissant des silences, des respirations, mais à aller quand même à l'essentiel. Donc, par exemple, le Toit des mers ou Capoiseau, j'ai simplifié à la fin. J'ai essayé d'enlever. Alors, c'est un peu gênant quand tu composes. Des fois, c'est trop chargé d'idées, de parties, de ponts, de thèmes, de solos. Et à un moment, tu dois faire des choix d'en enlever pour aller un peu à l'essentiel. Et puis sur scène, le temps est différent. Donc là, on peut prendre plus le temps et développer. Mais sur disque, il faut arriver à enlever certaines parties, je pense. Et alors, j'ai lu dans le dossier de presse que tu étais allé faire un concert en prison et qu'il y avait quelqu'un qui avait dit qui t'avait remercié en disant « Avec ta musique, je m'évade ». Et justement, quand tu composes tes musiques, est-ce que c'est quelque chose à laquelle tu penses il faut que je fasse voyager mon public ou ça vient tout seul et tu prends le compliment avec gratitude mais sans vraiment l'avoir cherché? Alors quand je compose, j'essaie de me faire voyager. Je pense pas à mon public quand je compose, pour être franc. Après, peut-être, quand je reviens sur un morceau que j'ai composé, justement, quand j'en suis dans l'arrangement, la production et tout ça, là, je peux penser à ça. En utilisant des sons que j'ai enregistrés sur mon Zoom en voyage, en allant chercher des sons audio, en réfléchissant à qu'est-ce que ce morceau exprime et comment donner quelques clés pour amener, ou avec ma guitare, pour donner cette couleur d'apaisement, de voyage, de vitesse. Tu vois, je peux appuyer sur ce point-là en arrangement, en production. Mais quand je compose au départ, je me pose pas beaucoup de questions. Enfin, c'est pas vrai en plus. Tout est bon pour composer. Tu peux te donner des contraintes. Je peux me donner des contraintes, mais souvent, j'essaye plutôt d'être dans l'instant présent. Et alors, dernière question, 3 mots pour décrire ton album. Alors, attends, je réfléchis. 3 mots pour le décrire. Parce que j'allais dire labyrinthe, mais je sais pas si ça le décrit bien. C'est le titre, c'est triché. C'est triché, voilà. Cinématique, qui est un adjectif que je connaissais pas, mais que je trouve assez... qui exprime bien. Cinématique, mélodique et groovy, je dirais. Ok. Voilà. Eh ben, merci beaucoup. Et alors, on n'a pas énormément parlé de tes inspirations et ton parcours, mais ça, du coup, tu l'avais raconté dans l'émission qu'on a fait d'avant. Donc, j'invite les auditeurs à aller écouter l'émission. Et alors, on peut te retrouver, du coup, le 11 avril, c'est ça ?
Oui, c'est important, je suis là ouais. pour ça, faire ma pub. Ouais. Le 11 avril, sur le bateau El Alamein, dans le 13e, métro quai de la Gare. Je fêterai la sortie de ce disque à 20h30. Vous êtes invités. Et pour le disque qui sort le 13. Le 3 avril. Le 3 avril. Merci beaucoup. Et alors, on va se quitter en musique. Tu vas nous interpréter quel morceau? Eh ben, pas un morceau du disque, parce que je vais vous le chanter, vu que je suis tout seul. Donc, je vais vous chanter The Silly Song, qui est un titre que j'ai sorti il y a 1 an. Mm-hmm. Et c'est un single que j'avais fait avec un chanteur suédois, Andreas Jacobsson. Et voilà, je vais vous chanter The Silly Song. When I feel lost in my mind, there's a voice inside my head, a friend of mine. He's got a safe solution. I need no medication to feel fine. 'Cause I sing a silly song. When I wake up in the morning, remembering my dreams one more time. I don't need to close my eyes, I can see a better world between the lines. And I sing a silly song. I sing a silly song. When I'm walking down the streets, I don't know the friends I meet all around. I just need to sing this song to make all the people dance all night long. And I sing a silly song. 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 A silly song. A silly song. Silly song.